Bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous les connectés, bonsoir à tous les confrères qui vont revoir ce webinaire en replay. Bonsoir David Claudel, maître prothésiste du laboratoire Cronceram. Bonsoir. Bonsoir, nous allons ce soir dans notre rendez-vous mensuel, nous allons évoquer justement les différents types de barres implantaires et les indications et surtout le protocole des barres implantaires. L'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de démocratiser au maximum le principe de la barre implantaire. Donc, on va justement, notre challenge, ça va être de vous montrer qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce justement aux différents équipements dont nous avons la chance d'avoir au laboratoire Conceram, nous sommes capables, nous avons la possibilité donc de produire des barres implantaires d'une manière très simple, très reproductible et donc qui vont à un coût d'ailleurs très modéré également et donc qui devraient pouvoir vous séduire. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire de ce soir, c'est de vous donner envie pour ceux qui n'en ont jamais fait du tout, de passer le pas et de démarrer justement ces premiers travaux prothétiques qui marchent très très bien. Et puis pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en faire, soit avec nous, soit avec d'autres laboratoires, eh bien, essayez peut-être d'intégrer un petit peu plus cette pratique dans votre quotidien. Alors, pas mieux que David Claudel pour parler des barres implantaires. David, si on devait le présenter, j'aurais besoin d'au moins 10 minutes là, donc on va essayer de faire vite. Je suis désolé. David est un excellent prothésiste. Je le connais depuis presque 15 ans maintenant. Il connaît parfaitement son métier. Il est d'abord et avant tout passionné, c'est ce que je dirais, passionné par tout ce qui se fait dans la prothèse et tout ce qui se fera demain. Donc, il est toujours à l'écoute des dernières innovations. Il est toujours là justement pour répondre présent pour les tests, les différents essais sur les différentes nouveautés qui existent dans notre métier et Dieu sait si elles sont nombreuses. Et donc, David manie à la fois la connaissance, la compétence, la précision. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui et c'est une chance de l'avoir ce soir avec nous. Il va pouvoir, voilà, en 45 minutes, nous exposer un petit peu les différents, les différentes barres, déjà, les différents systèmes. Je crois que ça va être important, David, qu'on reprenne un petit peu aussi tous les systèmes. Et puis, le protocole. Je pense que on a beaucoup de nos confrères qui nous ont posé des questions sur les protocoles de réalisation, comment on fait. Qu'est-ce que toi, au laboratoire, tu attends de nous au cabinet en termes de qualité d'empreinte, en termes d'indication, même au niveau des implants. Et nous allons bien entendu, à chaque fois, David, nous allons évoquer tous les deux à la fois la partie traditionnelle et à la fois la partie numérique, c'est-à-dire ceux qui sont équipés d'une caméra ou pas, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver au sein de ce webinaire. Voilà. Donc, David, encore une fois, merci. Merci de nous consacrer ce temps ce soir, après ta journée de travail. C'est très sympa de ta part. Je sais que tu le fais avec plaisir, mais en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous. Voilà. Alors, peut-être on va vous faire passer quelques diapos. Peut-être on va commencer un petit peu par vous montrer, bon, alors, en quelques mots, le principe de la barre implantaire et le principe de la reconstitution sur un plan chez les dentés Total. Aujourd'hui, grâce aux usinages, grâce à la précision de l'usinage, on peut dire qu'on réussit à avoir des travaux prothétiques qui répondent à tous les critères de stabilisation, de précision et qui permettent d'avoir une bonne pérennité de nos prothèses. Alors, bon, les indications et j'ai envie de dire les contre-indications, on va peut-être passer un peu vite. Ce qui peut-être est intéressant, si j'avais déjà envie de te poser une première question, c'est, on en avait discuté en préparant justement ce webinaire. Euh, Parlons déjà avant de rentrer dans le type de restauration, parlons des axes des implants. Parce que souvent, tu me disais que les praticiens, en fait, parfois ne posent pas forcément les implants dans les axes dans lesquels la prothèse aurait souhaité être posée. Alors, est-ce que tu peux justement nous éclaircir un petit peu là-dessus et peut-être nous expliquer comment, par exemple, avec les guides chirurgicaux, on peut assurer un axe prothétique adéquat par rapport aux implants?
Oui, bien sûr. Après, il est vrai que nous, il y a conscience que la partie clinique, c'est pas toujours facile. Les implants ne peuvent pas forcément être posés, ou même nous, prothésistes, on aimerait que ce soit. Après, il est vrai que si le travail de planification a été fait en amont, même pour une restauration totale, c'est bien simplifiant. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, chez Croneseram, on a aussi cette possibilité de proposer des planifications et de nous aider dans ces réalisations complexes, enfin, complexes, qui semblent complexes, parce que ce qui font toujours un peu peur, je pense, c'est de se lancer dans des grosses restaurations implantaires comme ça. Mais effectivement, une planification en amont pour essayer de mettre les implants bien dans le couloir prothétique et nous permettre de réaliser des restaurations complètes de grande étendue comme ça, bien sûr que pour nous, c'est un outil aidant, quoi. Après, on a toujours moyen de composer par différentes manières de réaliser et de réhabiliter ces patients. Mais effectivement, je pense que partir de là, c'est toujours un outil supplémentaire, quoi. Après, Ok. c'est bien si le praticien il pose lui-même ses implants et nous, on a les moyens de les aider et de les accompagner dans ce sens-là. Mais on a aussi beaucoup de praticiens, et si j'ouvre cette porte-là pour justement pour pas fermer la fenêtre aux omnipraticiens qui ne sont pas forcément poseurs d'implants, qui aujourd'hui ne veulent pas s'y lancer, ils peuvent quand même se permettre de se lancer dans ce type de restauration parce qu'on a un protocole qui va les accompagner et les rassurer que même si les implants ne sont pas forcément toujours posés complètement en parallèle ou complètement dans l'axe, on arrive à trouver des solutions pour restaurer ça. Et donc, ils n'hésitent pas à se lancer dans ces types de restauration prothétique. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Si je me permettrais de compléter ton propos, c'est vrai qu'aujourd'hui, les guides chirurgicaux nous donnent une sécurité, une fiabilité dans l'acte chirurgical, ce qui fait que, premièrement, ça nous permet de poser des implants dans un temps court. On sait très bien qu'en chirurgie, c'est important de travailler le plus rapidement possible. Donc là, on a une aide qui est indispensable. Et puis, cette planification, elle nous sécurise. On sait exactement où on va aller et on a déjà en quelque sorte préparé l'axe prothétique et préparé la prothèse qui va aller. Donc, ça nous donne vraiment une bonne possibilité. Alors, on rentre un petit peu dans le détail sur les barres implantaires, si tu le veux bien. Mhm. On disait que, alors, ce sont bien entendu des prothèses qui vont être donc transvissées, donc on va pouvoir les visser et les dévisser, donc on va devoir assurer une maintenance de manière à, en général, on parle d'une séance une à deux fois par an de manière à tout démonter et à renettoyer bien autour des implants et à tout reposer. C'est en général ce qui est préconisé. C'est vrai que nos patients sont de plus en plus éduqués par rapport à l'hygiène. Donc, en général, il y a quand même une bonne hygiène. Donc, ça se passe plutôt bien. Au niveau du résultat esthétique, c'est un résultat esthétique qui est plus qu'acceptable parce qu'on a grâce à la céramique qu'on utilise et grâce aux fausses gencives aujourd'hui qui sont vraiment un mimétisme très intéressant par rapport à la situation. Donc, on est sur une situation qui est quand même très, très acceptable sur le plan esthétique. En termes de limites, ou en tout cas, peut-être limite, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, en termes de précautions qu'on doit avoir, il faut bien être conscient que le patient doit revenir régulièrement dans nos cabinets pour pouvoir justement démonter et remonter. En général, on prend une séance de 45 minutes, pas plus. Donc, ça se démonte et se remonte assez facilement. Il est aussi intéressant de changer les vis. Je pense que tu seras d'accord avec moi, parce qu'il y a quand même un travail Oui. Mm. il est important de changer à ce moment-là. Donc, le laboratoire nous fournit les nouvelles vis, puis on prend ou alors on les commande, on prend Oui, directement encore les pas, nous, on nouvelles est vis. partenaires pour tout cet accastillage aux besoins. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, quoi. Donc, ça aussi, ça facilite le travail si on ne veut avoir qu'un seul Mhm. interlocuteur. Et, euh, et puis, voilà. Et puis après, ben, il y a aussi la possibilité de faire des petites réparations s'il y a des céramiques qui se sont fracturées, usées, etc. Je pense que là-dessus, au laboratoire, il n'y a pas de souci en Bien quelques jours. sûr. Je pense que vous êtes capable, hein. Après, je veux dire, les besoins ou alors là, on est déjà en train de parler des conséquences qu'il peut y avoir sur les restaurations, mais je veux dire, dépendent aussi sont liés à la typologie des produits qu'on va réaliser.
Parce que, bon, là, moi, sur cette présentation, j'ai classifié ça. Il y a deux grandes familles de restauration comme ça, d'arcade complète, quoi. On a les restaurations, comme on le voit là à l'écran aujourd'hui, qui sont des prothèses dites stabilisées. Donc ça, on fait une barre, une première structure comme ça de barre avec des attachements dessus. Donc là, on voit sur la photo, il y a des locators qui ont été posés. Ça pourrait être très bien d'autres marques. On n'a aucun frein par rapport à ça. Nous, tout est designable. Après, on accède à castillage et on le visse dessus. Donc, du coup, on pourrait mettre du CK, on pourrait mettre du RA83, on pourrait mettre… ça, c'est vraiment au choix du praticien. On est en interaction avec lui qui va nous donner ses habitudes. Et donc, et après, on peut faire dessus soit un complet direct résine ou alors on pourrait faire un châssis, une contrebarre, qui est plutôt à conseiller, et dessus la prothèse résine. Donc là, pour parler justement des changements, effectivement, il y a une maintenance à faire au niveau des attachements. Donc, il peut y avoir des usures de gaine, même un attachement qui serait usé. Tout ça, c'est interchangeable puisque c'est vissé ou clipsé, donc il n'y a aucun problème. La maintenance, là, tu disais sur la résine, oui, il peut y avoir aussi une usure, une nécessité de rebasage. Ça, le patient, il le sentira. Ça dépend de la portée de la barre. Il y a des barres plus ou moins longues, donc on peut, si on a des segments édentés postérieurs assez prononcés, il va le sentir, ça va s'effondrer sur l'arrière, il va déclipser devant, donc il va de toute façon retourner chez son praticien pour avoir cette nécessité de rebasage, et donc du coup, ça évite aussi des casses, quoi. Donc ça, c'est la première grande famille. C'est vraiment déjà intéressant. Bon, on pourrait aller encore plus direct. On pourrait poser deux implants sur des positions canines et travailler du coup, mais c'est moins dans le sujet, pour stabiliser une barre. Mais ça, c'est un premier confort pour un patient de pouvoir faire ce type de travaux parce que par rapport à un complet qui ne serait pas du tout stabilisé, on le sait comment c'est, hein, les patients vont mettre de la colle, ils ne sont pas toujours bien stables dans leur phonation ou dans leur mastication, et du coup, ils n'y se trouvent pas forcément. Là, on est quand même bien mieux. Et rien qu'avec 4 implants, là, on peut stabiliser. Et donc, après, ça reste une solution amovible. Le patient, il doit la retirer. Donc, il y a cet impact aussi, je dirais presque psychologique. Par exemple, pour une femme, c'est souvent, on a ce retour, ouais, mais c'est plus embêtant parce que quand elle le démonte, elle voit cette structure métallique en bouche et ça peut être un peu gênant pour certains. Mais bon, après, l'intervention est facile et, euh, et voilà, c'est une restauration qui Oui, est disons que stable. si on essaie de classifier un petit peu les différents types de Mhm. restauration qu'on peut avoir, on a effectivement, on va dire, un premier système qui va consister à utiliser les implants pour améliorer la prothèse adjointe, mais ça Oui, reste une prothèse adjointe, ça reste une prothèse complète, c'est donc ça. avec des systèmes d'attachement. Donc ça fait déjà trentaine, quarantaine d'années qu'on fait ça, enfin, ça c'est le début. Et maintenant, si on rentre dans les reconstitutions de prothèses transvissées sur les Ouais, implants, ouais, donc on rentre vas-y. dans la prothèse fixe, voilà, donc là on rentre dans Voilà. la… Exactement, bah, merci de nous montrer les diapos. Alors là, donc on rentre des All-on 4, All-on 6, et donc on va en parler un petit peu justement parce que ça marche très très bien, les patients sont très Oui, satisfaits. on en fait On est, beaucoup. euh, sur de la prothèse fixée, on n'est plus du tout sur la prothèse amovible. C'est ça. Nous, on doit le démonter 1 à 2 fois par an. Les patients, en général, sont très, très, très consciencieux. Ils ont une bonne hygiène, ils reviennent chez nous régulièrement. Et on va le voir tout à l'heure, en termes de protocole de réalisation, le temps de réalisation au laboratoire Mm. et nous, c'est des choses qui se font au cabinet, c'est des choses qui se Oui, font on a assez des étapes, on va rapidement. le voir, qui sont rassurantes, où on est accompagné et qui évitent d'aller à l'erreur, quoi. Et donc, du coup, pour le praticien et pour nous, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt rassurant, je dirais. Après, Absolument. sur ce type de restauration fixée, effectivement, il y a différentes possibilités, hein. On a les barres, on verra un peu tout à l'heure en photo, mais on a des barres dites que nous on appelle hybrides. Donc, c'est une Mhm. structure en titane ou en cobalt-chrome, mais à valeur d'aujourd'hui, on les a toutes faites en titane. La demande a toujours été en titane avec des dents prothétiques résine montées dessus, comme on le voit sur la photo en haut à droite, ouais, c'est une prothèse où on a montré la moitié en structure Ça. armature
et l'autre moitié avec dents montées. Là, on peut travailler sur quasiment une grande partie des marques d'implants connues, enfin, présentes sur le marché les plus importantes, parce que dès qu'on a les bibliothèques, nous, de design, on peut faire, si c'est des bibliothèques ouvertes. Mhm. Et on peut travailler direct plateforme, c'est-à-dire directement sur l'implant, ou Mhm. alors, comme on le voit sur la photo d'en dessous, passer par des multi-uniques. Oui, Ça, c'est au choix du praticien. Bon, sur la photo d'en dessous, pas le choix, si je puis dire, parce que c'est un all-on fort. Donc, sachant que les deux implants postérieurs doivent être mis soit à 17, soit à 30 degrés. Donc, de toute façon, il faut rattraper l'axe avec des multi-unités du coup 17 ou 30 degrés pour être dans bien l'axe. sûr, bien sûr. Et donc, du coup, là, il y a du multi-unit. Mais après, nous, on peut travailler direct plateforme, il n'y a aucun souci, quoi. Donc là, après, on peut tout faire. On pourrait faire sur cette même base implantaire, on pourrait faire là, on a parlé des bridges transvissés, mais on pourrait aussi faire des bridges céramo-métal, des céramo-zircone, préto, donc full zircone transvissé. Tout est possible. Après, le choix dépend de la situation clinique, du coût et de la volonté du praticien, quoi. Donc, mais après, le protocole va rester le même. C'est en ça, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la réalisation, le protocole de départ qu'on a élaboré est le même. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir par la suite, quoi. Au niveau de la fabrication, la technique de Oui. fabrication et au niveau de la difficulté aussi, au niveau du laboratoire, tu as une préférence quand on t'envoie plutôt des All-on-4 ou plutôt des All-on-6 ou en fait c'est exactement pareil pour toi en termes de difficulté de ton côté? Parce que nous, on Non, a moi, des cas où on est ouais. plutôt à l'aise sur un All-on-4, compliqué d'aller en poser plus que 4. Il y a des cas où on va aller chercher 6 implants assez Non, facilement. mais moi, Quel est j'ai pas de, si vous voulez, j'ai pas de frein. Après, les freins, moi, c'est la position des implants qui va plutôt être un frein. Parce que si j'ai que 4 implants et que le dernier implant, il a été mis en position, je veux dire, par exemple, ça m'arrive 34-44, je peux pas aller chercher jusqu'à la 6, quoi. Là, Non. la portée va être trop grande. Alors, il y a des praticiens, oui, mais ils voudraient, mais non, parce que là, du coup, en solution transvissée, mon porte-à-faux et la pression sur les implants va être beaucoup trop importante. Et ça, c'est vraiment un frein. Ça peut être un frein à la volonté de restauration. Il faut qu'on soit dans le bon concept, hein. D'ailleurs, on le voit là, même sur cette prothèse en photo, on s'est arrêté au 6, quoi. On ne peut pas toujours tout faire. Et les axes des implants aussi, quand on en parlait avant qu'il n'y a pas eu de planif et que ça sort complètement, que l'implant il sort en plein milieu de la phase vestibulaire, ouais, là, ça peut être aussi compliqué. Parce qu'on doit quand même rester Oui. dans le couloir protéique. Ça, c'est plutôt les freins que j'aurais. La position des implants et le nombre d'implants. Mais après, qu'il y en ait 6, 8, 4, pour nous, encore une fois, le protocole reste le même. C'est le coût qui D'accord, change, en fin de compte, un petit peu. bien sûr, pour nous tous, bien sûr. Mhm. Ok, très bien. Alors peut-être on peut le voir justement ensemble ce protocole, David. Qu'est-ce que tu en penses? On peut peut-être parler un petit peu du protocole de réalisation. Donc on va essayer de l'évoquer. Si tu peux, je crois qu'on a une Mhm. diapo sur le protocole. Ouais, Voilà, c'est bien là, très sûr. bien. Alors, on va essayer de l'évoquer, si tu le veux bien, à la fois pour ceux qui sont équipés d'une caméra, puis pour ceux qui ne le sont Mhm. pas, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver dans cette Bien sûr. partie-là, qui est peut-être la partie la plus importante, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est là où il y a beaucoup encore de mes confrères qui bloquent. C'est ah oui, mais c'est pas évident à faire. Et en fait, qu'est-ce qui est pas évident? On va essayer de rendre ça le plus simple et le plus fluide possible. Bon, au niveau de Donc, au la prise départ, d'empreinte, réception d'une par contre, je vais empreinte, te hein, laisser la main sur la prise d'empreinte, qui est quand même une phase clinique. Moi, je ne prends pas les empreintes. Mais non, non, après, bien sûr. effectivement, comme tu le disais, en physique ou en numérique, le premier départ, c'est la prise d'empreinte. Après, on a le choix. Je veux dire, en physique, le praticien, il peut décider de faire une empreinte primaire, nous demander un porte-empreinte individuel. Alors, au choix de la technique, pick-up ou pop-up, fenestré ou pas fenestré, en nous indiquant la position où il va avoir les implants. Bon, des fois, sur la primaire, on voit les vis de C4 et on peut se projeter. Mais moi, sur les gros travaux implantaires, je préfère porte-empreinte ouvert. Oui, oui. C'est au choix. On n'a Donc après, on n'a ça, c'est pas des champs vraiment le choix, des en fait. possibles.
Et après, on part sur la prise d'empreinte. Alors, la prise d'empreinte en numérique, elle est faite avec les scan body. Ça, Mhm. de manière classique, comme sur une unitaire, mais du coup, il y a plus de scan body. Donc, du coup, moi, je conseille quand même d'avoir le nombre de scan body nécessaire plutôt que de devoir dévisser, changer et tout. Je pense que c'est un peu plus complexe à faire. Oui. Enfin, Oui. je suis pas, comme dit, c'est toi Oui, de oui, non, mais dire, mais je pense clairement, que clairement, il faut. si à chaque fois, il Si faut on a six redéplacer les scan implants, body. non, non, non. Et si on a 6 implants, il faut qu'on soit équipé de 6 scan body et qu'on fasse l'empreinte. On va gagner du temps. Voilà, il faut avoir quelques scan body en plus. C'est pas très grave, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Tout à fait. Ne pas négliger lors de la prise d'empreinte en optique, j'aurais presque en physique, c'est la même chose, mais en optique, des fois, on se concentre beaucoup sur les scan body, l'enregistrement je dirais, de la partie conjointe du travail, mais là, on a quand même besoin aussi de l'environnement tissulaire pour bien après placer, même pour faire le montage et tout ça. Et donc, il faut aussi penser à prendre plus large et vraiment enregistrer l'ensemble, quoi. Hmm. Ça, c'est important. En empreinte physique, il y a plusieurs techniques. Après, il faut faire attention au choix des, je vais dire des transferts. Parce que les transferts, ils existent comme ça de deux types. Donc, rotationnel ou anti-rotationnel, en plural euh, ça va dépendre aussi. Après, il faut être sûr de vouloir faire de la conjointe, enfin de l'adjointe, je veux dire, pas de l'adjointe, de faire une barre Du transvissée. fixe. Plural, Oui. du coup, là, vaut mieux utiliser, ça met moins de contraintes à la désinsertion de l'empreinte des transferts non indexés, rotationnels. Enfin, moi, c'est mon avis. Et en plus, on va pouvoir, on le verra après, les utiliser pour la clé de validation. Et la technique, ben ça, je pense que la meilleure technique, ça reste, enfin pour moi, après, comme dit, je ne suis pas praticien, c'est de les relier entre eux avec du Oui, fil oui. et de la résine. On est sûr d'être rigide et de sortir une belle empreinte en imprégum ou en silicone, et ça va très bien, quoi. Oui. Très bien. Donc, on aura réalisé effectivement avec un porte-empreinte individuel, c'est quand même plus sage. Mhm, Et de pouvoir faire un porte-empreinte fenestré. On aura réalisé cette empreinte après avoir mhm. donc solidarisé avec un petit fil dentaire et un peu de flow. Moi, je dis du flow, ça marche très bien. Ouais, Et puis, si on est en numérique, oui, là, ça va, il suffit simplement de positionner nos scan body. On fait l'empreinte, tu reçois l'empreinte. Et donc, le laboratoire va donc couler l'empreinte. Et l'étape suivante va nous envoyer, donc, au bout de quelques jours, une vingtaine de jours, une clé de validation c'est ça. en place. Bon, ouais, c'est assez rapide, hein, je crois que c'est 4 jours enfin, ça ne met pas 4 jours à faire, mais c'est pour le placer dans la production. Pour une clé en physique, et ça va être 3 jours, même pas, je crois, en numérique. Alors, on a les Mhm. deux en visuel, là, au niveau de la clé de validation. Alors, il faut comprendre l'intérêt pour nous. Alors, l'intérêt pour nous, c'est, en gros, on va le voir. Moi, il me faut, pour pouvoir réaliser des travaux de cette ampleur-là, il me faut quoi? Il me faut que je puisse valider mon modèle par rapport à la situation clinique. Donc, c'est à ça que va servir la clé. Parce que sinon, moi, je ne peux, à mon niveau laboratoire, ne garantir la passivité de ce travail, parce que c'est quand même ce qu'on recherche sur des travaux comme ça, pluro-implantaires. On ne veut pas de contraintes. On veut que ce soit passif. Moi, je ne peux garantir la passivité que sur modèle, puisque je ne travaille pas en bouche. Donc, il faut que je sois certain que ma situation de modèle soit fidèle à ma situation clinique. Donc, pour ça, on fait cet artifice, cette clé de validation. Alors, sur un modèle physique, en gros, on va le faire comme on le voit. On va relier. Alors, tous les transferts, si les transferts sont rotationnels, on peut réutiliser les transferts. On va les relier avec du plâtre. Malheureusement, si le praticien il a utilisé des transferts anti-rotationnels, donc qui vont être indexés, on ne pourra pas les utiliser parce qu'il faudrait pour ça que les implants soient 100% parallèles. Et là, s'il y a une divergence comme ça de positionnement, la clé en plâtre ne permettra pas de sortir. Avec le silicone, ça peut sortir parce que ça va travailler un petit peu. Le plâtre, non, il est rigide. Le but de ça, c'est de l'envoyer au praticien pour qu'il le visse en bouche directement. Si on est, nous, notre situation modèle, donc cette clé a été réalisée sur le modèle, se met en bouche, il la visse, elle ne casse pas, parce que c'est fait dans un plâtre qui n'est pas trop dur, exprès pour pouvoir casser. Si elle ne casse pas, on est passif. Notre situation modèle est fidèle à notre situation clinique.
Si elle casse, on a un problème. C'est que la situation modèle est différente. Donc, du coup, là, il faut repartir sur l'empreinte. En numérique, c'est différent. Des fois, les praticiens, ils ont un peu plus de mal à comprendre pourquoi on fait une clé de validation parce que l'empreinte, il part du principe que l'empreinte, ouais, OK, elle est numérique, mais moi, j'ai aussi besoin de vérifier. Donc, du coup, ce qu'on fait, on fait cet artifice en titane. Donc, les retours que j'ai de mes clients, c'est de me dire, mais je ne vois pas l'intérêt, vous me faites une clé en titane, elle ne peut pas casser. Oui, effectivement, j'avoue, elle ne peut pas casser. Donc, on leur demande de la visser en bouche et de visser les extrêmes et regarder si elle se soulève. On arrive quand même à avoir la passivité. L'idéal, ce serait de nous de produire des segments que le praticien il solidarise tout le temps directement en bouche avec de la Duralait, par exemple, et nous renvoie ça. C'est beaucoup plus de contraintes. C'est pour ça qu'on n'a pas décidé d'opter pour ça. Après, on pourrait le faire. Mais c'est beaucoup plus contraignant au niveau fauteuil. Donc, on essaie toujours d'être simplifiant. Pourquoi on le fait? Parce qu'encore une fois, on va travailler, effectivement, le design va être réalisé sur l'empreinte numérique que le praticien a réalisée. Mais nous, on a besoin de vérifier après si notre usinage il est bon et si on n'a pas eu un problème, que la barre elle va vraiment être passive. Pour ça, eh ben, on va regarder sur le modèle. Seulement, le modèle, au même titre que le plâtre, il peut avoir des variables dimensionnelles, le modèle numérique, il peut très bien, il peut déjà aussi avoir une déformation à l'impression 3D, ils sont imprimés en 3D. Donc, il y a cette première possibilité d'imperfection. Et on a aussi le positionnement des analogues qui est manuel, il se met par le bas. Il faut comprendre, il y a une espèce de fenêtre comme ça, d'ouverture à l'arrière des modèles, on le met par le bas. Il est très difficile parce que ce n'est pas fenestré de voir si on est vraiment à fond. Donc, pour être certain, une fois que cette clé-là elle a été validée, nous, on la met sur le modèle numérique. On va visser les analogues en place. On est sûr qu'ils sont en contrainte sur la barre et on met un peu de colle en dessous. Et comme ça, on est sûr que notre modèle, le positionnement de nos implants dans le modèle sont exactement les mêmes qu'en bouche. Et c'est pour ça qu'on fait cette clé de validation numérique. C'est vraiment pour valider encore une fois ce modèle. Donc, en partant de ces deux raisonnements physiques et numériques, on peut partir du fait qu'on a une situation modèle conforme à la situation clinique. Donc, déjà, on a une base de travail. Généralement, dans la même étape d'essayage, le praticien il reçoit une cire d'occlusion. Donc, ce qu'on fait, nous, la cire d'occlusion, on la visse sur 2 implants. Comme ça, on le fait en base dure, transvissée. Comme ça, le praticien, il visse cette clé de cette cire d'occlusion en bouche et il n'y a pas d'instabilité. Il peut bien se prendre son temps de régler son bourrelet d'occlusion. Et du coup, tout est stable. Donc, du coup, quand ça nous revient, clé de validation validée, occlusion prise, voilà, on a déjà tout pour travailler. Notre modèle validé, occlusion validée. Généralement, voilà, ça, c'est la première base qu'il nous faut. Moi, c'est la première étape qu'il me faut au laboratoire. Ensuite, l'étape suivante… Alors, juste, on revient juste là-dessus parce que c'est important. Ouais. En réalité, pour nous, en tant que praticiens, une fois qu'on a fait l'empreinte, c'est simple, l'empreinte est envoyée au laboratoire. Oui. Le laboratoire a besoin de vérifier la fiabilité de l'empreinte, vérifier si ce que va faire le laboratoire correspond à ce qu'on a en bouche. Donc, cette Le clé de laboratoire a besoin de validation, vérifier que le modèle qu'il a, lui, dans les mains, est fidèle à la situation en bouche. c'est ça. Donc, on est vraiment dans le laboratoire fidèle à ce qui est en bouche, parce que sinon, forcément, on va aller sur des Parce qu'on est problématiques. sur de Si on l'implantoporté. est La seule différence, c'est que quand on est sur du dentoporté, on a de la résilience. On ne va pas se mentir, les dents, s'il y avait absolument, quelques microns de différence, absolument. est-ce qu'ils seraient compensés par le collage, par Oui, ou les par le ligaments, enfin, même desmodonte, si c'est pas… absolument. Mais la nature est faite comme ça. Après, en implantoporté, on est ostéo-ancré, on est dans du rigide et on ne peut pas se permettre. Si on veut de la passivité, il faut vérifier. Pour moi, c'est indispensable. Absolument. Absolument. Mais en même temps, Après, c'est moi, pas j'ai des très praticiens compliqué. qui le veulent pas. Moi, là, c'est le protocole que moi, je demande. Des Oui, fois, j'ai des oui, praticiens, ils vont me dire, moi, je suis sûr de mon empreinte, ne faites pas de clé de validation. On ne va pas bloquer le travail, on ne va pas s'empêcher de réaliser le travail. Par contre, moi, je me permets de les appeler, ces praticiens-là, leur dire, OK, c'est votre choix, c'est vous qui êtes prescripteur, mais moi, à aucun moment, ma responsabilité ne pourrait être engagée en cas de non-passivité du travail. Parce que moi, je ne peux que être garant de la passivité sur modèle. C'est tout. Donc, pourtant, ce n'est pas une étape, mais après, c'est au choix du praticien. ouais, mais Je je ne pense l'impose qu'aussi pas, mais je le mets dans mon protocole. Pour moi, c'est indispensable.
je pense que les praticiens parfois oublient que les modèles sont imprimés et dans les impressions des modèles, il y a des petites imperfections. Et que ça peut être de quelques microns, mais Comme ça le peut plâtre, il a une suffire pour faire. expansion, comme… Exactement. Exactement. On a l'impression que tout numérique égale 100%. Non, non, c'est pas forcément 100%. D'où l'intérêt de passer par cette étape-là qui, finalement, tu nous l'as expliqué, elle est quand même pas difficile. Il suffit simplement d'essayer notre clé donc en bouche. On l'essaye. Si c'est dans le cas d'une clé en plâtre qu'on va recevoir parce qu'on a fait une empreinte en physique, bah, si la clé en plâtre se casse, c'est qu'on n'est pas bon. On reprend l'empreinte, à ce moment-là, on te renvoie tout. Et si c'est une empreinte numérique, comme tu nous l'as bien expliqué, on va recevoir une clé de validation donc en titane, on va l'essayer, elle rentre ou elle rentre pas, en gros. Si elle rentre pas ou on voit que ça bloque, Soit si bah, on ça veut vise d'un dire que côté qu'elle se soulève complètement de l'autre, c'est qu'il y a un problème, c'est quoi. pas bon. Voilà, c'est tout. De toute façon, ça prend Après, de toute façon, une pour minute, enregistrer quoi. l'occlusion, il Très faut rapide. démonter, puisqu'on on va transvisser la cire, il faut Absolument. démonter les vis de C4. Donc, de toute façon, ce n'est pas une séance en plus. Les vis de C4 sont démontées, on essaye la clé de validation, on prend Elle l'enregistrement de la va. rime, on remonte les vis de C4 et voilà. En une séance, Absolument. on fait les deux étapes. On fait les deux. Alors, la cire d'occlusion, je rappelle, donc il va falloir quand même qu'on la règle en bouche parce que tu la pré-règles un petit peu, mais je pense qu'on a toujours un Théorique, petit peu de. C'est théorique, normal. ouais. Donc, à nous, Mm. après, de la repositionner. Et puis, bon, Mm. bah, après, on enregistre l'occlusion dessus, comme on sait le faire, de manière tout à fait classique. Entre parenthèses, on ne va pas forcément chercher une relation centrée, on va chercher une relation de convenance, ça va très bien, parce qu'on va être sur la prothèse fixée. Et puis après, alors, on t'envoie ça, et là, tu nous fais un montage directeur, on fait un essayage-montage, C'est voire même ça. une finition en direct. Je pense que c'est quelque chose qui peut se Non, on ne fera faire. pas une finition en direct de toute façon, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à cette étape-là, si je reviens en arrière, on a juste validé le modèle. On a validé le modèle, on a eu une occlusion. Après, derrière, moi, l'étape suivante, c'est une validation esthétique. Donc, on va faire un montage directeur pour OK. valider l'esthétique. Ça va permettre de confirmer l'enregistrement d'occlusion, régler la phonation et tout ce qui va avec. Alors, du coup, c'est bien si avant, le patient était déjà appareillé, de nous donner une empreinte de situation. Une Mhm. petite parenthèse, parce que nous, ça nous aide dans le choix des formes des dents, des positionnements, de voir comment cette ancienne prothèse est usée pour essayer de comprendre quelle est la cinématique du patient. Parce qu'on est quand même, encore une fois, sur de l'implantoporté, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à la dynamique d'occlusion, parce qu'il ne faut pas que ça accroche, parce on est quand même sur des grosses charges occlusales. On est quand même en implantoporté pur, on va monter à 60. L'être humain est aux alentours des 70 kg de pression. On peut monter à 100 kg de pression et il y a une perte totale de proprioception en implantoporté pur. Donc, ouais, le rapport d'occlusion est important. Nous, dans nos montages, on va essayer de faire des montages qui ne sont pas trop fermés, pas trop verrouillés au niveau des cuspides, parce qu'il faut quand même laisser ce mouvement. Donc, on ne fait pas un simple montage statique. On essaie quand même de faire attention à tout ça, parce que derrière, on est sur de l'implantoporté. Donc, ouais, cette étape importante d'essayage esthétique, là, il faut prendre aussi du temps. Le praticien, c'est là, comme il essayerait une autre prothèse, mais nous, ça, c'est indispensable. Moi, sans ça, je ne réalise pas de barre. Mais que ce soit une barre comme on a vu, stabiliser une primaire ou alors une barre hybride, parce que de toute façon, il nous faut ce montage directeur. Il faut comprendre qu'une fois que ça s'est validé, moi, la barre, je la design à l'intérieur de ce montage, dans le volume de ce montage. Donc, du coup, il me faut ce montage directeur. C'est indispensable. Donc, pas de problème, on fait donc notre essayage. Ce n'est que le troisième rendez-vous. En même temps, ça va quoi. Donc, on a fait On troisième a eu le rendez-vous, premier on fait notre rendez-vous pour la essayage. prise d'empreinte, le deuxième Deuxième rendez-vous rendez-vous, pour les clés de validation et enregistrement d'occlusion. Donc, on est à 2 rendez-vous. Troisième rendez-vous, essayage esthétique. Donc, du c'est coup, ça. le patient il peut aussi se Essayage projeter du sur sa résultat. réhabilitation. Et Voilà, on après, vérifie, quand ça revient on au valide l'occlusion. laboratoire, donc si c'est validé, hein, sinon il faut faire une étape de remontage si l'occlusion était complètement différente parce que voilà, il était dur à caler ce patient, ou comme ça, on refait des fois, ça nous arrive, hein, on préfère refaire un essayage pour Bien sûr, valider l'occlusion. Et une fois que moi bien j'ai sûr. tout ça, effectivement, une fois que j'ai mon modèle qui est validé, donc ma situation modèle, je reviens là-dessus, qui est fidèle à ma situation clinique, que j'ai mon occlusion qui est validée, mon esthétique qui est validée, moi je peux partir là, en théorie, je pourrais partir en finition directe. On a des Très praticiens bien. qui préfèrent réessayer là-bas. C'est plutôt pour eux moyen de se Mais rassurer, oui, mais moi, je peux ouais. partir en direct.
Parce que là, maintenant, le modèle qu'on a, alors en numérique, on va revenir travailler sur l'empreinte initiale. On ne va pas scanner le modèle, parce que du coup, encore une fois, le modèle Bien pourrait potentiellement avoir une déformation, mais on revient sur le scan d'origine qui a été validé. bien sûr, C'est de là bien qu'on va sûr. partir pour scanner. On va y adjoindre le montage directeur en pré-scan pour être dans le volume. Et en physique, on Mhm. va venir scanner le modèle qu'on avait donc, qui a été validé par la clé. On scanne le montage directeur et on va designer à l'intérieur. On va designer soit une barre hybride. Donc, une barre hybride, pour qu'elle soit mécaniquement résistante, parce que les premières barres qui se faisaient il y a des années en arrière, c'était juste une barre simple. Et Oui, oui, là, oui. tu vas me confirmer, il y avait de la casse. Il y avait de la casse Oui, parce que bien les sûr. dents n'étaient pas assez soutenues. Bien Aujourd'hui, sûr. on design du coup, d'où l'intérêt d'avoir ce montage, on va désigner des rétentions dans chacune des dents. Chacune des dents va être soutenue, va avoir un tuteur de l'armature. Et donc, du coup, vraiment, mécaniquement, quelque chose de beaucoup plus costaud. Et on a, je ne dis pas qu'on n'a pas de casse, hein, ça arrive, mais comme on aurait des casses sur tout type de Non, prothèse, surtout qu'on est, comme je le rappelle, en perte totale de proprioception, donc du coup, beaucoup plus de contraintes. Mais donc, c'est pour ça qu'on raisonne comme ça, parce qu'on peut complètement se designer à l'intérieur. Ça nous permet aussi de voir à ce moment-là, si par exemple le praticien il disait, ouais, mais je sais pas, j'aurais voulu une barre. On peut faire toutes ces étapes sans même savoir exactement des fois où le praticien veut aller. C'est-à-dire que je m'exprime, je m'explique, je veux dire, il y a des praticiens qui voulaient faire par exemple une barre en étage, faire une première barre stabilisatrice, une contre-barre et tout, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas la hauteur. Donc, du coup, on fait une barre hybride. Parce que bien là, on peut sûr, travailler plus bas. Et là, on le bien voit sûr. direct, hein, parce que comme on travaille tout à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment indispensable. Mais après, ouais, on peut partir direct en finition si le praticien le souhaite. Donc, on était, comme on a dit, on est à quoi, 3 rendez-vous? Quatre rendez-vous. On est Quatre sur rendez-vous. le quatrième rendez-vous avec l'essayage, la finition directe. Voilà. Et donc là, Et dans ces sur un cas-là, protocole qui me voilà, paraît, moi, somme toute, très simple. très simplifié, absolument. On est Un très montage simplifié directeur en comme ça, quatre mais même rendez-vous. si on veut désirer faire un préto derrière, on part de là. C'est la même chose. Puisqu'on va scanner ce Alors montage justement, directeur et on va le transformer en full zircon, si je puis dire. Alors justement, David, on va parler des différents systèmes et des différents Mhm. types de restauration avec les différentes barres, les barres hybrides, etc. On va parler un tout petit peu. Donc pour finir, juste cette partie-là qui était importante, je suis content qu'on ait pris du temps. C'était important pour bien expliquer le protocole. En gros, on a 4 rendez-vous. En 4 rendez-vous, si tout va bien, si tous les Oui. rendez-vous fonctionnent bien, on est capable, nous, de sortir le travail. Donc pour nous, en tant que dentiste, c'est important. Ça Mhm. veut dire que en un mois, à 4 semaines de travail, le patient peut repartir avec ses dents. Donc, c'est quand même un Ouais. travail qui est relativement rapide à faire. C'est pas On des est à séances une qui sont longues. semaine de rendez-vous à chaque fois. Enfin, une semaine, donc c'est moins la logistique de transport, mais on est à 4 jours labo pour toutes les fabrications, Ouais. sauf au niveau de la barre. Quand on réalise la barre, du coup, si elle veut, si le praticien désire une finition directe, de toute façon, mais même sur la barre, puisqu'il faut l'inclure dans une production et que c'est assez lourd, et puis on peut avoir des contraintes liées à l'usinage, là, je demande 10 jours, deux D'accord. semaines. Bon, parce qu'on arrive à peu près à 30, 31 jours, c'est à peu près un C'est mois, ça. 4 semaines, plus 3, 4 jours de délai Mm. supplémentaire. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre tête, en tant que dentiste, on sait qu'entre le moment où les implants sont ostéo-intégrés, on peut Mm. annoncer, sans trop se tromper, qu'un mois plus tard, le patient peut récupérer ses dents fixées. C'est ça. L'expérience nous a montré que les praticiens et moi m'a montré que les patients, en fait, très vite s'adaptent. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Les gens sont très satisfaits immédiatement. Il ne faut pas oublier qu'ils partent d'un système d'adjoint, donc ils ont tout de suite C'est des ça. dents. Esthétiquement, le travail que tu nous réalises est toujours bien. Donc, on a très peu de retouches à faire au niveau esthétique. Les gens sont très satisfaits. Et on arrive en 4 semaines donc, à remettre des dents sur un protocole qui est simple avec des rendez-vous qui sont au fauteuil, qui ne sont pas des rendez-vous longs, c'est des rendez-vous qui sont courts. C'est des essayages, des vissages, revissages. Même quand on a 6 implants en bouche, ça se fait Mhm. quand même assez vite et c'est pas difficile du tout à faire. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est un moyen donc, de répondre aux attentes de nos patients et d'offrir de la prothèse fixée chez les édentés totaux. C'est quand même quelque chose de Oui. très important. Alors, David, il nous reste encore quelques minutes, 5 à 10 minutes. Est-ce que tu peux justement nous expliquer
au laboratoire les différentes barres qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même deux, trois systèmes. Et voilà, quel système tu recommandes dans quel type de cas clinique, par exemple. Je parle surtout pour les gens qui ne savent vraiment pas comment le faire. Alors, Mais la barre moi, stabilisée. moi, je peux presque tout faire. Les barres stabilisatrices, enfin tout faire. Attention, j'ai peur d'avoir des demandes toutes particulières dès lundi. Mais non, toutes les barres primaires qu'on a vues, les barres stabilisées avec différents types d'attachements, ça, c'est pas un problème. Mhm. Après, je veux dire, au niveau des prothèses fixées, on peut faire des bridges céramiques, céramo-métal. On peut pas faire de la céramo-zircone stratifiée, par contre, parce le titane n'est pas d'un grade qui permet la stratification. Par contre, en cobalt chrome stratifié, je peux faire des bridges transvissés. Je peux faire des travaux tout en zircone. On peut faire des travaux également hybride, comme on a vu avant. Mais là, on voit les différents types de restauration. Par exemple, là, on avait une stabilisatrice qui a été faite avec un châssis et des attachements, c'est des reins 83 qui sont dessus. Après, là, on est sur une barre hybride. Donc, structure titane et dents prothétiques. Alors, il faut savoir aussi que quand on utilise ces dents-là, on prend des dents, nous on appelle ça premium, mais en fin de compte, on va chercher des dents de haut de gamme. Parce que dans les dents prothétiques, il y a j'allais dire, à boire et à manger, mais je veux dire, il y a des dents qui sont en double couche, des dents qui sont en triple couche, qui sont plus ou moins dures. On va quand même chercher des dents résistantes et de haute qualité. Donc, esthétiquement, en plus, elles sont jolies. Et puis, mais on va chercher dans du haut de gamme. Il n'y a pas de surcoût, hein, c'est compris dans le prix. Et de toute façon, nous, une barre implantaire, elle est comprise avec des dents premium. Donc, Mhm. et les travaux en full zircone, là, comme on voit, où tout est en zircone, on a Ouais. restratifié. Après, pour te répondre sur ce que moi, je préfère, j'ai pas vraiment à avoir de préférence. Moi, je raisonne par expérience. Ça va dépendre de pour moi, différents facteurs. Ça va dépendre aussi de si on est sur une seule arcade ou sur les deux. Je vais dire, un praticien, je déconseillerais, par exemple, de faire de la céramique en implantoportée maxillaire et mandibulaire. Parce que là, pour moi, on va à la casse. On n'a rien du Mhm. tout qui absorbe les chocs. Déjà, on va avoir l'effet de claquement, hein, ça va taper un peu, la résonance. Et je pense que mécaniquement, on est sur quelque chose de sensible. Bien sûr. Le full zircone, c'est un très bon produit qui peut être très esthétique. Après, c'est du dur. Je veux dire, là, on est quand même sur quelque chose de très costaud, sur une dureté qui est vraiment maximale. Il faut voir aussi comment le patient peut aborder ce type de restauration. Pareil, est-ce qu'il a un niveau antagoniste? Mais c'est quelque chose de très résistant. Moi, Pareil. Haut et bas en full zircone, c'est pas évident. c'est pareil, c'est réalisable, hein. Moi, techniquement, je peux le faire. Je peux répondre à cette demande. Même Moi, c'est pas j'aurais forcément tendance évident. à mettre en avant. Bon, c'est comme dit, c'est mon avis qui est personnel, la barre hybride. Pourquoi? Parce que Ouais, ouais. la structure titane, elle est faite interne, elle est faite une fois pour toutes. Je veux dire, Mhm. après, dessus, on a des dents qui sont en résine. On est donc face à, comme je disais, à une paire de proprioception, des grosses contraintes. On peut avoir une dent qui casse parce que la contrainte, mais elle va casser. Sur quelque chose de très, très dur, si le patient il met des grosses contraintes, il peut y avoir des dégâts peut-être potentiels au niveau articulaire. Je préfère que la prothèse elle subisse l'abrasion, l'usure liée à ces contraintes occlusales, que ce soit la prothèse. Des fois, les Mhm. praticiens ils me disent ouais, mais les dents, elles s'usent sur des prothèses implantoportées. Je dis ouais, c'est vrai. Heureusement. Il faut bien que quelqu'un subisse quelque chose, quoi, quelque chose. Et du coup, je trouve que d'être un peu plus tendre sur ces matériaux, je trouve que c'est intéressant pour compenser la perte de proprioception. Je suis d'accord. Et du Bien. coup, on garde ces dents pendant des années, voilà, ça va bien. Au bout d'un moment, ok, elles ont été usées, ça se démonte, on peut changer les dents en gardant la structure. Donc, du coup, on revient juste sur une finition de barre, quoi, remonter les dents et changer les dents. Donc, du coup, c'est intéressant sur la pérennité du travail. Je suis Et d'accord. c'est pour ça que moi, je trouve que ce produit est vraiment intéressant. Je suis d'accord. Après, le frein que je pourrais y mettre, moi, en expérience, je parlais de ce que j'ai pu voir, c'est sur des patients
tu vois, Thierry, il y a des fois des patients qui ont des sourires très gingivaux. Où on voit vraiment, ils remontent la lèvre très, très haut au niveau maxillaire. Sur des travaux de ce type-là, on est obligé, nous, de festonner, d'ouvrir au nettoyage à la brossette entre les implants. Ce qu'on voit Oui, moins sur ce cas-là, mais peut-être que si je reviens sur un cas, non, on ne le voit pas bien. Et du un peu coup, plus là. ouais. Et du coup, c'est important qu'il passe avec la brossette. Donc, du coup, s'il a un sourire gingival, ça peut être un peu disgracieux de voir ces ouvertures comme ça au niveau de la muqueuse. Après, donc, du coup, dans ce cas-là, j'aurais plus tendance à préconiser une barre en étage qui revient à avoir un complet stabilisé. Mais c'est des cas vraiment très rares, hein. Enfin, ça existe, mais on n'en voit pas tous les jours. Mais sinon, moi la barre hybride, j'aime bien. Oui, oui, je suis Voilà. assez d'accord. Je Et suis assez puis, d'accord. mais après, si on cherche plus d'esthétique, effectivement, on peut passer vers il y en a, ils sont rassurés Céramique. par ça, par la céramo-métal ou de la céramo-zircone transvissée, hein. Comme tu l'as dit très C'est justement, ce même qui va le être important. protocole exactement le même. C'est qu'une fois que le Oui, montage directeur qui a été validé, que pratiquement là, bon, alors, généralement les praticiens ils choisissent avant parce qu'ils font leur devis, ils expriment à leurs patients le coût, mais je veux dire, mais à partir de là, pour moi, c'est que là que ça change au niveau laboratoire. C'est après, c'est l'ordre de commande qu'on va passer dans l'ordinateur et la manière de designer qui va dire on va faire une barre hybride, on va faire un bridge full zircon, on va faire une CCZ, des CCZ transvissés ou une céramo-métal transvissé. Mais je veux dire, jusque là, le protocole restera toujours le même. oui, je pense que ce que tu as dit est très, très juste et je crois que ce qui est en termes d'indication pour nous, et c'est peut-être le conseil que je peux vous donner à tous ceux qui n'ont pas encore fait de barre, qui ne savent pas quelle barre choisir, déjà se positionner sur qu'est-ce qu'il y a en antagoniste. Si on est sur du bimaxillaire, c'est pas forcément une bonne idée de partir sur de la céramique. Et comme tu l'as dit très justement, la barre hybride est un très bon produit qui va permettre aux patients de s'y retrouver, une usure des dents Et naturelle et un on leur bimaxillaire, ce qui est intéressant, ça serait de faire une résine hybride sur la mandibule et par exemple de faire au maxillaire céramo-métal ou céramo-zircone céramique. transvissé ou préto transvissé, mais céramique sur le maxillaire. On va chercher de l'esthétique de la céramique qu'on connaît tous sur les antérieurs et du coup, on aura ce sourire-là. Et puis, on va Chercher. compenser avec de la résine en bas, mais qui sera quand même une solution vissée et stable. C'est ça, c'est ça. Mhm. Donc, on est plutôt, on évitera de faire de la céramique sur céramique. Et puis, sinon, les restaurations aujourd'hui en zircone, tu l'as dit, elles donnent de très bons résultats aussi. Donc, quand on est Mhm. pour un All-on Six en haut, par exemple, on peut très bien faire de la zircone. Et on a de très bons résultats esthétiques, hein, tu me le confirmes. La zircone, Oui. aujourd'hui, on arrive à faire un joli maquillage et une belle, on a Mais de toute façon, un en beau zircone, il y mimétisme. a deux possibilités. C'est soit on le fait en CCZ stratifié. Donc, on va usiner une armature transvissée au même titre que ce serait une armature céramo-métal et on va mettre de la céramique par-dessus. Donc, du coup, on a ce Mhm. rendu de la céramo-zircone stratifiée qu'on connaît. Ou alors, même quand c'est de la full zircone, après la full zircone, nous, chez Cronceram, on a deux full zircone que vous pouvez voir au catalogue. On a de la full zircone qui va être dite translucide et de la monoteinte. La monoteinte, c'est celle que les praticiens qui travaillent avec nous connaissent, qui serait plutôt à utiliser à la place d'une couronne métal. Elle est moins, elle est plus dense, moins chaleureuse, et tout ça, mais au niveau mécanique, elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus résistante. C'est la même qui serait utilisée pour les armatures. Quand on va faire un bridge en full zircone, on va utiliser cette zircone parce qu'on a besoin de cette résistance, mais on va regagner l'esthétique en faisant des cutbacks et en restratifiant par-dessus de la céramique. Donc, dans tous les cas, on a de l'esthétisme. C'est juste l'approche qui est différente. Bah écoute, parfait. Pour moi, je trouve ça très très clair. J'espère en tout cas que ça l'a été pour tous nos confrères, tous mes confrères qui ont été connectés ce soir et pour tous ceux qui reverront ce webinaire en replay. Donc, David, encore une fois, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Je pense qu'on a balayé assez bien la thématique tant sur le protocole que les indications et que les Après, moi, différentes je reste situations. ouvert, hein, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Moi, je réponds à toutes ces questions de faisabilité sur telle ou telle référence implantaire,
de protocole, on peut être accompagnant et j'espère avoir réussi à passer ce message de simplicité parce que c'est rien de vraiment. Ça paraît comme ça, des travaux de grande ampleur, inabordables, réservés à des praticiens spécialisés en implantologie. Non, avec un protocole qu'on a vu en quelques étapes, je pense que c'est vraiment accessible à tous les omnipraticiens et je pense que on est là pour répondre à ça et être accompagnant et réaliser des travaux de qualité. On a des outils de fabrication qui sont hyper performants aujourd'hui et on arrive à atteindre des degrés de Ouais, de précision à précision. l'usinage qui Ouais. sont voilà, enfin, moi je suis assez satisfait par ce produit et j'aime bien le mettre en avant. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Bon, on l'a compris. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure en commençant ce webinaire, tu es un vrai passionné. Tu nous l'as montré vraiment tout le long de cette heure qu'on a passée ensemble. C'était très, très agréable. Merci encore, David, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Euh, je- pour moi, je pense que le message est bien passé. On est maintenant sur de la simplification d'un protocole implantaire, même grâce au guide, même le protocole chirurgical devient simplifié, le protocole prothétique est simplifié. Il faut se le dire aussi, hein, c'est des actes qui sont très rentables dans notre activité parce que finalement, on l'a vu, on est capable de gérer la prothèse en 4 ou 5 séances, donc c'est pas très chronophage non plus. Euh, on a des travaux qui, si on suit bien le protocole, bah, ça fonctionne parfaitement bien. S'il y a un problème comme la clé de validation qui ne passe pas, bah, du coup, on va recommencer, donc on n'aura pas de mauvaise surprise à la fin. Donc finalement, c'est des travaux qui sont très intéressants, qui sont très bien perçus par nos patients. On rend service, on soigne nos patients et nos aidants et totaux, et on est sur de la rentabilité aussi intéressante. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé, bah, allez-y, hein. Démarrez, vous serez heureux, vos patients seraient heureux. Et puis, tous ceux qui ont un petit peu d'expérience sur les barres, mais qui, justement, voudraient faire, en tout cas, faire confiance à un laboratoire qui a tout cet équipement dont David nous a parlé de très haut de gamme. On peut le dire aujourd'hui, hein, Cronseram est le laboratoire le mieux équipé de France en termes d'équipement de prothèses. Donc, on est vraiment leader. Bah, du coup, vous ne serez pas déçus. Voilà. Bah, écoutez, merci à toute l'équipe de Cronseram, à toute la technique derrière qui nous a permis de faire ce webinaire, toujours aussi performant. Et merci à Morgane pour la préparation et merci à Victor pour la technique. David, encore une fois, merci beaucoup. À bientôt. On Merci. gardera précieusement ces moments d'échange qu'on a pu avoir ensemble qui vont sûrement servir à nombreux de mes confrères. Et puis, mes chers collègues, mes chers confrères, chers connectés, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir peut-être resté avec nous tout le long de ce webinaire, de cette petite heure. Et puis, je vous donne rendez-vous donc dans un mois. En principe, on fera un webinaire. La thématique sera sur l'hypnose, mais on aura l'occasion d'en reparler et de vous prévenir par nos moyens de communication habituels. Voilà, merci à tous. Merci David. Bonne Merci. soirée. À Bonsoir. bientôt. Au revoir.